Dans cette vidéo, vous allez voir l'interview complète de la porte-parole d'Alternativa Strasbourg, Zoé Marie. Cet entretien a été réalisé dans le cadre d'un reportage sur la marche climat du 9 mai 2021 de Strasbourg. Ce reportage est disponible sur Kineto, le lien est dans la description. Malheureusement, il devait y avoir une caméra et un micro pour me filmer et rendre cette interview plus dynamique et plus agréable à regarder. Mais à cause de problèmes techniques, ce ne sera pas le cas. Désolé. Néanmoins, tout ce que je dis sera sous-titré pour éviter que ce défaut entache la compréhension de l'interview. Bon visionnage. Alors du coup, bonjour Zoé. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui regardent la vidéo? Ouais, bonjour. Du coup, je suis porte-parole d'Alternativa Strasbourg. Et dans ce cadre-là, je suis aussi porte-parole de la marche pour le climat du 9 mai qui se déroule cet après-midi. Ok, alors du coup, pourquoi justement ce 9 mai vous vous mobilisez? Pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui? Et plus généralement, pourquoi vous vous mobilisez de façon générale en fait? Alors, de façon générale, on fait de la mobilisation pour limiter le dérèglement climatique et pour de la mobilisation citoyenne vraiment sur le sujet du climat. Et aujourd'hui, on se mobilise en particulier parce que le 4 mai dernier a été votée la loi climat et résilience à l'Assemblée nationale. Et c'est une loi qui a déjà trahi ses engagements puisque Emmanuel Macron s'était engagé à suivre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Pour cette loi, ça n'a pas été le cas du tout. Et en plus, elle trahit ses engagements dans le sens où il devait y avoir une réduction de 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 grâce à cette loi. Et ça ne sera pas le cas parce qu'elle n'est pas suffisamment ambitieuse, parce qu'elle est beaucoup trop large et pas suffisamment restrictive. Et c'est pour ça qu'on marche, c'est pour dénoncer cette loi qui sera juste un coup de com' et qui fonctionnera encore pas suffisamment pour sauver nos prochaines années. Ce que vous reprochez à la loi, c'est qu'elle n'est pas assez ambitieuse. C'est qu'elle n'est pas assez ambitieuse et c'est qu'elle se dit être une loi pour le climat et la résilience, mais en fait son périmètre est tellement laxe, tellement large qu'on ne peut pas s'attendre à des réels résultats, alors qu'il y a un engagement national de réduire les émissions de gaz à effet de serre rapidement. Du coup, d'ailleurs, en parlant de cette loi, est-ce que vous pensez que si elle n'avait pas été remaniée de cette façon, si elle avait été gardée en l'état comme la Convention citoyenne l'avait écrite, est-ce que vous pensez qu'elle serait passée, qu'elle serait votée? C'est une bonne question, je ne peux pas faire le jeu de l'Assemblée nationale à leur place, je ne suis pas députée. En tout cas, ça aurait été intéressant au moins d'avoir les textes tels qu'ils avaient été proposés par la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat, c'est un exercice de démocratie qui a bien marché puisque c'était des citoyens tirés au sort qui ne connaissaient pas le sujet avant de travailler dessus. Il se trouve qu'en un an et quelques, ils sont arrivés à un consensus, à des propositions qui ressemblent beaucoup à ce que le GIEC demandait, à ce que les différents experts demandaient. Donc on pourrait espérer que les députés seraient arrivés aussi avec un vrai exercice démocratique à des conclusions similaires ou en tout cas qui s'en rapprocheraient. Donc le 28 mars dernier, vous êtes mobilisés. On avait d'ailleurs fait un reportage sur Kineto. Entre le 28 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, mis à part la première lecture? En fait, le 28, on se mobilisait pour parler aux députés directement, pour qu'ils prennent leurs responsabilités en alertant déjà sur le fait qu'on n'était pas sur une loi suffisamment ambitieuse pour qu'elle ait un effet quel qu'il soit. Aujourd'hui, on n'est plus là pour les alerter, pour leur demander de faire le travail qu'on aimerait qu'ils fassent. On est là pour leur dire qu'on est déterminés, qu'on voit bien que cette loi a été votée, qu'elle ne sera pas suffisamment forte, mais qu'il faut qu'on continue. On est là pour montrer qu'on est nombreux et qu'on a besoin et envie qu'ils nous écoutent, puisqu'on est aussi la population qui les a élus. Voilà. Alors du coup, vu que la Convention citoyenne pour le climat, c'est un peu le départ de tout, avec vos réponses précédentes, enfin avec tes réponses, excuse-moi, précédentes, on s'est rendu compte qu'au final, tu as plutôt un regard positif dessus. Donc du coup, est-ce que tu peux détailler ce regard? Quel regard vraiment tu portes sur cette Convention citoyenne? Moi, ça ressemble beaucoup à ce que je disais tout à l'heure sur... c'est un exercice de... Pour nous, la Convention citoyenne pour le climat, ça a été un bel exercice de démocratie parce qu'on a... c'est assez rare finalement en France ces dernières années. On a tiré au sort des
des citoyens, des citoyennes qui n'étaient pas particulièrement engagés, qui ne connaissaient pas particulièrement le sujet du climat. Et on les a fait travailler sur un sujet jusqu'à ce qu'ils aient des propositions à donner ensuite aux organes législatifs et gouvernementaux. Et pour ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant au niveau démocratique. Et en plus, on a effectivement un regard positif dessus parce qu'on se rend compte que leurs résultats sont très alignés avec ce qui est demandé par les scientifiques jusqu'à présent. Et nous on est doués pour mobiliser les personnes et pour montrer les sujets sur lesquels il y a des problèmes, mais ce n'est pas notre rôle d'inventer les solutions de demain. Et on est super content qu'il y ait des personnes qui aient pu avoir le temps de le faire et de le faire bien. Et en soi, sur le principe, vous dites que c'est un super exercice, mais quand on voit le résultat, c'est-à-dire la quasi-totalité des propositions soit réécrites, soit retirées, est-ce qu'au final c'est réellement un si bel exercice que ça? Ça, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron entièrement. Ouais. C'est lui qui a décidé de marcher sur ses promesses et de faire demi-tour. Mais on lui a aussi montré cette fois-là qu'on était capable, dans la population, de réfléchir, de bien réfléchir et d'aboutir à des textes qui se tiennent très très bien pour la société. Donc moi, je continue de trouver que c'est très intéressant comme exercice et qu'on a prouvé cette fois-là quelque chose de notre capacité en tant que simple citoyen et citoyenne à réfléchir à la politique et à construire de la politique. Après, c'est la responsabilité de la majorité si ça n'a pas été suivi. Et là, pour le coup, ce sont des choix politiques, ce sont des choix idéologiques qui vont ou pas avec leur ligne politique jusqu'à présent. Du coup, en parlant d'Emmanuel Macron, il y a eu dans son quinquennat, on va dire, quelques coquilles, notamment Hulot qui démissionne, ce gros entre guillemets bad buzz sur le glyphosate, le pesticide des abeilles, vous m'excuserez, j'ai plus le nom. Au final, on peut dire que c'est un mandat un peu mitigé, voire mauvais au niveau de l'écologie. Il lui reste quelle carte en main à Emmanuel Macron pour essayer de bien finir son mandat à ce niveau-là? Nous, on ne croit plus vraiment qu'il puisse... En fait, la loi climat aurait permis de rééquilibrer les choses si elle avait suivi les propositions de la Convention citoyenne, etc., etc. Au vu de la situation actuelle, on ne croit plus que ce mandat puisse apporter une réponse suffisamment puissante. Le problème, c'est qu'avec le climat, on est pressé, on n'a plus le temps, on est déjà en retard sur ce qu'on devrait faire pour limiter les effets qu'on aura d'ici quelques dizaines d'années. Et nous, en tout cas, à la mobilisation écologiste et citoyenne, on n'y croit plus pour ce mandat. À voir pour le prochain mandat qui démarrera en 2022, quelle que soit la personne qui la gagnera. Et du coup, ce prochain mandat, est-ce que la solution, ça serait une candidature écolo ou pas? Un président écolo ou une présidente écolo? Nous, on est à partisans et on ne se prononce pas sur ça, aussi parce que oui, c'est compliqué. En plus, par exemple, le programme écolo, pour l'instant, n'est pas sorti. Les candidats ne sont pas annoncés non plus au niveau écologiste, dans le parti EELV. Donc pour l'instant, c'est très difficile de le dire. Ce qu'il faudra, c'est que dans le programme de la personne qui soit élue, ou même, en fait, il faudrait que dans le programme de tous les candidats, il y ait une grosse partie sur l'écologie, puisque c'est le sujet qui va aussi définir nos vies dans les prochaines années. Et alors du coup, question un peu plus annexe, en ce moment on voit surtout le côté sécurité, insécurité qui joue pour les présidentielles. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se concentrer sur l'écologie? Est-ce que ça gâche pas, justement, ça fait de l'ombre à ce sujet-là? Faire de l'ombre, c'est pareil, c'est un sujet politique, c'est un sujet qui touche beaucoup de citoyens. Donc on comprend aussi qu'il soit présent. Après, c'est aussi un sujet qui est là pour faire beaucoup de polémiques et pour éviter de parler de sujets de fond et de société. D'ailleurs, on pourrait se demander, même sur le sujet de la sécurité, est-ce qu'on parle vraiment de la sécurité et de ses solutions plutôt que de juste ressortir des polémiques assez régulièrement. C'est un sujet important aussi, mais bien sûr, le sujet du climat va finir... il va prendre de plus en plus d'importance dans les prochaines années, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va avoir de plus en plus de conséquences sur notre territoire, et de plus en plus directement. On en a déjà beaucoup. On a tendance à pas forcément le relier au réchauffement climatique, et je pense qu'on va plus pouvoir
regarder ailleurs et faire comme s'il n'existait pas dans les prochaines années. Et après, on verra bien si ça ressort en politique. Nous venons de voter au Sénat un amendement qui va permettre de sanctionner plus fortement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles et surtout les élevages, de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Ça te fait réagir comment ça? Alors moi, je peux pas me prononcer sur l'intérêt ou pas de l'amendement parce que c'est très technique et je laisse aussi aux sénateurs leur travail de création législative. Ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à une criminalisation. C'est sûr, c'est qu'on a affaire à une criminalisation des militants climat, des militants contre les différentes pollutions, contre l'élevage aussi. Nous, à Alternatiba, à ANV COP21 en particulier, qui est la branche du collectif qui fait beaucoup de désobéissance civile, on l'a vécu de plein fouet puisque ça fait 2 ans qu'on a de multiples procès pour des décrochages de portraits d'Emmanuel Macron. Ce sont des portraits qui coûtent 8,70 €. On a une grosse vingtaine de procès, plus des appels, etc. Plusieurs amendes, il y a eu des gardes à vue, il y a eu une grosse répression pour des objets qui sont... On est en droit de se demander si la proportion est justifiée. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup. On essaye de criminaliser et de limiter énormément les retours citoyens sur le pouvoir, sur ce qui se passe dans les entreprises, dans les abattoirs, dans le monde politique, dans les mairies. Et c'est effectivement un problème pour nous, parce que ça peut, à la fin, empêcher une forme de démocratie et de liberté d'expression et le droit de dénoncer certaines pratiques et le droit de montrer aux gens certaines pratiques est pour moi important, surtout quand ce sont des pratiques problématiques comme ça. Bon, pas d'autres questions? Du coup, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis je te souhaite une très bonne manifestation. Merci beaucoup.